Vous écoutez Procrastination saison 5 épisode 15, la procrastination. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Procrastination qui parle de procrastination, il était temps qu'on la fasse à un moment. On va parler de manière générale de motivation au long cours et au quotidien, car l'écriture, surtout pour des longs romans, mais même pour arriver à tourner une nouvelle qu'on aime et qu'on apprécie, ça peut être un travail au long cours auquel on revient régulièrement sur la durée de l'exécution, mais aussi sur la durée temporelle. Parfois, écrire un roman peut prendre des années. Écrire, c'est donc long. Et donc on va voir comment réussir à se mettre éventuellement au boulot, à vaincre cette fameuse procrastination, mais pas nous s'il vous plaît. Sur la procrastination, il y a pas mal de psychologues et de chercheurs qui ont travaillé. Les causes de la procrastination, elles sont multiples, mais en général, elles peuvent être définies parce qu'une tâche est vaste et ou elle est non définie. Alors, il me semble que la création par nature, c'est pas défini, puisque si c'était défini, on créerait pas, on saurait où on va, et ce serait beaucoup moins drôle. Mais l'envergure de la tâche, éventuellement, on peut la réduire en petits bouts. Est-ce que vous avez des problèmes de motivation pour vous mettre au travail? Cette fameuse angoisse de la page blanche dont on a parlé, mais là c'est quand même plus vaste. C'est vraiment, de manière physique et concrète, comment on se met à bosser? Est-ce qu'on se met à bosser d'ailleurs? Alors oui, bizarrement c'est un problème que j'ai presque plus sur la traduction. Je dirais sur l'écriture, le problème que j'ai est avec ce que tu dis de le côté non défini et cette idée qu'il y a quelque chose qui est encore immatériel et qu'il faut transformer en mots, je trouve ça très difficile de s'y mettre. Mais le problème de procrastination sur le long terme, je l'ai vraiment plus en traduction. Et moi c'est un problème auquel je n'ai toujours pas trouvé de solution miracle, je dirais. Ce qui fait qu'à un moment donné, je m'y mets de manière décisive, c'est généralement qu'il y a soit une deadline précise, c'est qu'à un moment donné, je suis obligée d'accélérer si j'ai trop ralenti au départ parce que, à un moment donné, il y a le texte est attendu à une date précise, soit parce que j'ai besoin d'être payé un peu plus tôt ou des choses vraiment très prosaïques comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a très souvent ce problème de devoir lutter contre la tentation de ne pas faire les choses, de ne pas s'y mettre, de se dire je devais être au travail à 9h et il est 11h, etc. Même au bout de beaucoup d'années, je rencontre ça encore quasi tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je cherche en fait, je cherche des solutions. Il y a des moments où je vais me fixer des horaires très précis. En général, pour la traduction, je me fixe une quantité. Et même ça, j'y arrive pas toujours. Donc ce que je finis par faire, c'est avoir des périodes où je m'accorde un rythme un peu plus lâche et des périodes où j'accélère. Mais j'ai pas trouvé de solution miracle vraiment. Je la cherche quasiment au quotidien. Je sais simplement qu'au bout d'un moment, je vais être obligée d'accélérer et ça va se faire. Je fais confiance à ça finalement. Il y a un psychiatre qui également, je crois que j'en ai parlé dans des épisodes précédents, un psychiatre également expert en productivité qui s'appelle Courage Lini, dont j'aime beaucoup le boulot, et il a un conseil contre-intuitif, mais que je trouve vachement juste en fait. En termes de productivité, il recommande de faire une pause. Mais par exemple, quand on a du mal à travailler ou quand on sent que ça ne va pas, mais c'est-à-dire pas une pause, aller regarder la télé ou jouer à la PlayStation, c'est-à-dire faire une pause, sans vouloir basculer dans le New Age, une pause consciente, c'est-à-dire, et en fait, moi, je l'ai adapté d'une manière qui consiste à dire je ne suis pas au boulot, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Pour vraiment se poser cette question-là. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est à moi que je dis ça, hein, pas toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te gêne? Quel est le problème? Qu'est-ce qui te préoccupe? Parfois, ça peut être une bêtise du genre quelque chose me préoccupe parce que j'ai reçu un mail, j'aurais pas dû regarder mes mails ce matin, j'ai reçu un mail et ça me prend la tête, il faut que je m'en occupe. Et en fait, je trouve que cette opération de clarification fait énormément de bien parce que ça peut se dire, écoute, ça me prend la tête, je prends un quart d'heure, je le fais, ou alors j'ai identifié que c'était, je réserve un moment dans ma journée pour le faire, et faire rien que ce processus de clarification aide beaucoup. Alors s'il y a une chose que j'ai réussi à identifier, c'est que c'est une question d'élan. Et moi j'ai tendance de plus en plus à procrastiner sur les tâches annexes comme répondre à des mails ou autres, parce que j'ai du mal à me mettre au travail, mais une fois que j'y suis et que j'y suis vraiment, je déteste être interrompue. Et je suis beaucoup plus efficace quand j'ai cet élan. C'est-à-dire le plus dur, c'est de se mettre au travail et de se concentrer. Si je suis interrompue tout le temps, ça devient compliqué. Et j'ai pris l'habitude, par exemple, alors je m'y tiens pas toujours, de mettre mon téléphone portable dans la pièce d'à côté pour ne pas être tentée de le regarder, par exemple. Des choses comme ça. Parce que effectivement, l'enjeu, et il y a des jours où j'arrive à m'y tenir et d'autres non, mais l'enjeu, c'est effectivement cet élan. C'est la question de ne pas être interrompue. Et pour moi, c'est un problème de concentration plus. Alors les notifications, c'est la mort du petit cheval. Hein. Oui et non. Alors je sais qu'on n'a pas forcément le même rapport au réseau. Moi j'ai tendance à beaucoup aller sur les réseaux sociaux.
Moi, je dis toujours, je travaille chez moi seule, c'est ma machine à café, c'est la pause café. Donc, tu parles de faire des pauses, moi, je vais aller sur les réseaux, par exemple. Les notifications et aller sur les réseaux, pour moi, c'est pas la même chose. Les notifications, ça t'interrompt, alors que tu peux aller sur un réseau à un moment en te disant tu fais une pause, mais genre, t'as pas besoin de savoir que t'as reçu 10 messages ou 10 mentions dans l'heure qui précède, à mon avis. Oui, sauf si j'attends quelque chose d'un peu urgent ou si j'attends un message d'une personne et je me laisse facilement déconcentrer par ça, de fait. Ah, mais ça, c'est complètement autre chose. Oui. Quand on attend une nouvelle, bien sûr. Mais je vois beaucoup, la notification, c'est intrusif et, à mon humble avis, mais j'ai l'impression que tu vas dans le même sens, le travail intellectuel de manière générale, l'écriture, la traduction, la création, tout ça, ça se nourrit pour moi de temps et de silence. C'est-à-dire que il faut un temps pour s'y plonger. Et pour s'y plonger, il faut ne pas avoir de distraction. J'ai exactement la même expérience qui est que pendant très longtemps, et c'est encore un peu le cas, ma lutte et ma réflexion sur mon flux de travail, c'était comment est-ce que je peux faire pour abaisser la barrière d'entrée pour le travail? Comment est-ce que je peux faire pour m'y mettre? Et une fois que tu t'y es mis, je trouve ça va. Mais c'est le plus difficile, c'est d'arriver à se mettre dedans, à se faire la démarche de se dire, je m'assois devant l'ordi, je coupe les distractions et je m'y mets. Et une fois que tu as franchi cette barrière, c'est plus facile, mais c'est finalement là, pour moi, je trouve que le gros de la session de travail se joue. Alors, cela dit, pour moi, il y a une partie incontrôlable qui est que d'expérience, il y a des jours où on ne sait pas pourquoi ça coule tout seul, vraiment, sans effort, et il y a des jours où on a beau essayer de se flageller, ça marche pas. Et il faut tenir compte de ça dans le planning et les prévisions de long terme, c'est qu'on n'y arrivera pas tous les jours. Même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrivera pas tous les jours. Alors oui, complètement, mais j'arguerais que les moments où ça coule sont préparés par les moments où tu galères. Intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de moment où ça coule si tu n'as pas un moment où tu rumines, comme dit John Gardner dans Art of Elements of Fiction, où tu rumines, où tu luttes un petit peu parce que ça percole et ça mûrit. Et à partir de ce moment-là, si ce travail-là d'incubation n'est pas fait, incubation n'est peut-être pas le meilleur terme par les temps qui courent, mais bon, c'est ça qui débloque et qui crée les moments de grâce. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas miser sur les moments de grâce. Il ne faut pas d'ailleurs s'astreindre à avoir des moments de grâce. Une des choses que j'ai apprises ces dernières années, c'est à embrasser et à accepter les moments de rumination et les moments de galère comme étant les moments qui préparent les moments de grâce et qui donc ne sont pas des moments frustrants. Ce sont les moments où, quelque part, l'eau s'accumule derrière le barrage jusqu'au prochain déversage, quoi. Prochain déversement. C'était pas du tout un mot français. Après, juste 2-3 choses. Maintenant, j'ai beaucoup moins réfléchi là-dessus que vous. Déjà, j'avais le problème à me mettre vraiment à écrire. Après, par contre, les moments de galère, tout ça, évidemment, voilà, ça me parle, on en a tous. Ce que j'ai vu dans mon cas, là, je vais plutôt parler de mon expérience et de ce que j'ai vu marcher sur des collègues autour de moi pour tenir des projets au long cours. Déjà, un des trucs en tout cas que moi, l'expérience m'a appris dans ma manière de fonctionner, et j'ai l'impression ça marche aussi sur d'autres gens, c'est quand par moment, c'est plus difficile d'écrire au début, certains jours, ça vient moins facilement, et je me force à écrire, je continue, et au bout d'un moment, ça va mieux. Donc voilà, c'est pas parce qu'on part pas forcément sur un super truc où tout de suite on est dans un grand élan d'inspiration que on va rester à galérer et écrire 3 signes donc toutes les 10 minutes pendant 3 heures. Non, on se met à écrire et au bout d'un moment ça vient plus facilement. Après, pour gérer un projet sur le long terme, c'est plus là-dessus que j'étais partie en préparant. Mais il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'a dit Lionel, c'est-à-dire moi, disons, j'ai tendance quand je suis sur un projet à avoir toujours plusieurs histoires en même temps dans la tête. Donc j'en écris une, mais j'ai envie d'en écrire une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et pour rester sur un projet au long terme, 2-3 petits trucs que j'ai trouvés quelque part, qui marchent sur moi et puis sur d'autres aussi, c'est vraiment de scinder un projet long en petites tâches. Et notamment, quand j'écris un roman avec une grosse deadline, je me fais aussi des petites deadlines d'étapes. J'essaye d'avoir quelqu'un dans la boucle de ces deadlines qui me les rappelle ou auprès de qui je suis comptable de ces deadlines. Même si c'est pas quelqu'un qui a une pression financière haute sur moi. Mais par exemple, quand j'ai un projet vraiment long à finir et que je dois faire des deadlines d'étapes, mon bêta-lecteur est souvent au courant et mine de rien de savoir que lui, il est là et il sait que je dois avoir fini telle partie du roman pour tel jour, ça m'aide vraiment psychologiquement à l'avoir fini pour tel jour et à pas m'éparpiller. Et aussi, quelque chose qui m'aide beaucoup, pareil, quand je galère un peu sur un projet où ça patine un peu, ou quand on est dans une période un peu difficile côté boulot et côté vie en général. Ça, c'est notamment un truc que j'avais pas mal fait quand j'étais à mon école de cinéma. C'est de me concentrer soit sur la vision vraiment des choses à faire à court terme, c'est-à-dire là, grosso modo, d'ici à la fin de la semaine, faut que j'ai écrit ça, faut que j'ai répondu à tel mail, faut que j'ai mis ça en place.
Et après, de voir le vraiment long terme. Et en plus, donc, j'ai vraiment envie que ce roman sorte pour raconter cette histoire au monde, etc. Mais à pas trop me concentrer sur le moyen terme qui, par moment, est vraiment le plus désespérant. Et dans ce cas-là, de voir le court terme, les choses à faire jour après jour, semaine après semaine, et après le très long terme, et à un moment, ce roman il sera là et dira cette histoire au monde, ça m'aide vraiment pas mal aussi. Et puis, dernier truc que j'ai déjà un peu évoqué, c'est très bête, mais c'est de parler de ces projets. Et ça, je suis vraiment pas la seule à avoir vécu ça. De parler de ces projets, d'en parler autour de soi, de le faire vivre auprès de d'autres gens, d'avoir d'autres gens qui m'en parlent, qui me disent en fait, t'en es où de ce truc, t'en es où de ça, qu'est-ce que t'es en train d'écrire. Je trouve que c'est super motivant. Évidemment, ça marche pas pour tout le monde, mais quand même, voilà, si vous avez pas essayé et que ça vous parle, n'hésitez pas. Je suis ravi d'être enfin la voix contradictoire dans cette émission. Il était temps, après 5 ans. Moi, le fait de parler, ça marche pas du tout. Je déteste ça, en fait. À moins, éventuellement, que ce soit à mon éditeur ou à mon directeur d'ouvrage, mais alors, vraiment, parler des projets en cours, c'est vraiment pas mon truc. Les choses sont toujours en flux, comme disait Yoda, toujours en mouvement et l'avenir. Les choses sont beaucoup trop en flux. J'ai peur qu'en fait, en parler tue le truc. Je suis hyper secret sur les projets en cours. Je suis dans mon labo et je ne montre rien tant que c'est pas un tant soit peu verrouillé et que je sais où je vais. Bah, bizarrement, je suis d'accord avec vous deux à la fois. Par exemple, dans la fiction, je suis pas capable de dire je suis en train d'écrire un texte qui parle de ça et de telle manière et de développer comme ça. Par contre, par exemple, sur la non-fiction, ça m'est arrivé d'annoncer même bêtement sur Facebook, de dire bah voilà, je suis en train d'écrire un livre qui est le prolongement de ce billet écrit sur mon blog, ou en tout cas d'annoncer qu'un projet était en cours. D'autres manières de faire comme Estelle, de me poser des pièges quelque part en prenant des gens à témoin, et ça contribue à m'obliger à m'y mettre. Par contre, je suis pas capable de détailler tant que le texte n'est pas écrit pour les raisons que tu viens d'expliquer. Mais ça m'est arrivé d'annoncer que quelque chose était en route, en partie parce que je prends les gens à témoin, et je peux plus me défausser ensuite. Et puis, je trouve que ça fait exister davantage, pour moi, encore une fois, j'en fais pas une règle générale, mais ça fait exister davantage les projets dans le monde, ça les rend plus concrets. Quand il y a des gens qui, quelque part, attendent au moins qu'on parle de là où on en est, de, voilà. Maintenant, personnellement, ma limite, et après, c'est justement à chacun aussi de voir ses limites, c'est par contre, quand je suis en train d'écrire un projet, perso, je peux pas en parler vraiment sur les réseaux sociaux ou dans le monde plus professionnel, en fait. Ça reste vraiment entre mes bêta-lecteurs et moi, grosso modo, mon entourage proche. Mais c'est vrai que c'est peut-être un côté superstitieux aussi, mais je me dis quelque part, si je parle trop tôt d'un projet sur les réseaux sociaux ou autre, ou en salon, ou en festival, ou tout ça, il y a peut-être des chances qui se fassent pas pour X ou Y raison, je sais pas, c'est peut-être un vieux fond de superstition inutile. Donc voilà, après on a tous notre échelle aussi de à quel point en parler ça nous aide, en parler où, en parler dans quel contexte. Et c'est vrai par contre que quand j'annonce un projet vraiment sur les réseaux ou en festival, déjà c'est toujours en accord avec l'éditeur et c'est vraiment quand il est très 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 avancé quoi. Je l'ai fait assez peu, c'est vraiment dans des cas de figure particuliers où j'écrivais des livres qui prolongeaient des choses déjà écrites. Mais je me suis aperçue que ça contribuait à me motiver. Par contre, j'ai le même type de superstition que toi sur d'autres types de textes. Donc ça dépend un peu des cas de figure. Voilà, après par contre, je sais qu'il y a des auteurs au contraire, et notamment moi j'ai la chance d'être très bien entourée, donc d'avoir vraiment un super entourage qui me soutient beaucoup, d'avoir des super potes, d'avoir des super bêta-lecteurs, surtout un spécial dédicace à Jérôme. Mais pour ceux qui ont pas cet entourage-là, aussi d'en parler sur les réseaux, ça peut permettre d'avoir ce soutien-là justement, un soutien qu'ils vont peut-être pas trouver dans leur entourage immédiat. Donc je dis pas que j'en fais une règle absolue de d'en parler sur les réseaux ou ailleurs. Bien sûr, hein, il y a des gens pour qui ça peut aider, notamment quand on écrit son premier roman et qu'on aimerait bien avoir des retours et que ça prend du temps. Ça peut motiver, ça peut donner une forme concrète. Après, c'est un avertissement que j'ai déjà donné dans les épisodes précédents, mais il me semble important, mais c'est aussi parce que, voilà, vous connaissez mon point de vue sur la question maintenant, donc vous savez si ça vous concerne ou pas. Chercher à avoir un retour trop tôt peut me paraître délétère parce que il faut savoir dans quelle démarche on est quand on cherche à avoir un retour. Est-ce qu'on cherche à vraiment avoir un retour pour savoir si ça tient la route ou pas? Ou est-ce qu'on cherche à avoir un retour pour avoir en gros une forme d'approbation parce qu'on n'est pas sûr de soi? Et c'est se placer et c'est placer les autres dans une situation impossible parce que si on cherche à avoir un retour parce qu'on est inquiet, peut-être que c'est parce qu'au fond de soi, on sait que c'est pas forcément top. Et du coup, ça nous place dans une situation impossible parce que si la personne en face nous dit « Ah, c'est hyper bien », bah du coup on sait intérieurement que du coup elle a pas de goût. Mais comme on a envie d'être rassuré, si elle nous dit qu'en fait c'est pas bien, eh ben salopard, il a vu à travers mon illusion. Donc je pense, après à chacun de voir comment il ou elle fonctionne, mais il peut être possible de tuer un projet trop tôt, hein, j'ai la même superstition que vous, en parlant trop vite.
Et donc, à chacun de savoir dans quelle démarche il ou elle est quand, par exemple, on cherche à avoir un retour sur les réseaux. Je pense notamment aux plateformes type Wattpad, où il peut être très facile de poster des pages en cours d'élaboration. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde, et qu'il faut avoir les reins solides aussi, pour le cas échéant, affronter une critique qui ne va peut-être pas forcément être 100% positive. Juste pour préciser, quand je disais en parler avec les gens autour de soi ou sur les réseaux, là je parlais pas faire relire son texte. Ça c'est encore autre chose de faire relire son texte. Et par ailleurs, oui, là le très bon bêta lecteur ça aide aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est en parler au sens, par exemple, pour garder quelque part une trace de son avancée. Par exemple, quand on est un jeune auteur ou une jeune autrice qui est vraiment très isolé dans sa pratique d'écriture, de dire sur les réseaux, là j'ai encore écrit un chapitre de mon roman aujourd'hui, et d'avoir des gens qui viennent dire ouais c'est cool, vas-y continue. Juste ça, je veux dire, c'est vraiment d'avoir du soutien juste sur sa progression, pas en entrant dans le détail du manuscrit, pas en faisant relire son manuscrit. Disons, pour moi il y a deux choses dans en parler. Il y a soit travailler le manuscrit avec quelqu'un, soit juste parler de la manière dont on avance. Et par exemple, là j'ai terminé la première partie du manuscrit, je pense qu'il y en aura 3 et voilà. Et là j'étais super motivée aujourd'hui. Ou au contraire, aujourd'hui c'était une journée un peu down. Oh mais c'est pas grave, tu vas te reprendre. Enfin voilà, c'est deux choses différentes. Le travail du texte lui-même et la motivation. Je suis d'accord avec Estelle, moi c'était plus dans le sens se piéger en disant aux gens je suis engagée dans un projet et à ce moment-là ne pas pouvoir s'en défausser. Mais ça me vient pas l'idée non plus de communiquer largement sur quelque chose qui n'est pas terminé, sur le détail je dirais. C'est plus dire voilà c'est en cours de route, je suis arrivée au bout, je suis en train de faire ça, mais jamais je rentre dans les détails. Non. Effectivement, bien sûr, hein, il y a les deux choses séparées. Mais c'est vachement intéressant et fascinant à voir parce que je sais que j'ai des lecteurs qui me suivent et qui attendent par exemple la suite des Dieux Sauvages et ça me demande une violence personnelle considérable de partager ne serait-ce que là où j'en suis sur mon site et mon blog, quoi. Je le fais parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse, mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne dirais pas un mot des projets en cours d'élaboration, alors que pourtant je sais la vitesse à laquelle ils vont, etc. Mais c'est rigolo. Petite citation pour terminer ? Alors, une citation d'Ursula Le Guin. Si écrire vous ennuie, c'est plutôt fatal. Si ce n'est pas le cas, mais que cela vous paraît difficile, que cela ne coule pas de soi, ma foi, à quoi vous attendiez-vous ? C'est du boulot, l'art, c'est du travail. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, vraiment, assez procrastiné, allez écrire.